Alors, on va passer à la partie géopolitique et économie, Mhm. en commençant par l'Ukraine. À votre avis, au vu de la situation actuelle, qui de l'Union Européenne ou de la Russie tire le mieux, entre guillemets, son épingle du jeu? Alors déjà, l'Union européenne n'existant pas, c'est pas elle l'acteur. Pour reprendre un terme qui est de plus en plus usité, c'est la communauté transatlantique qui est à la manœuvre. Parce que elle existe. Et depuis le début. L'Union européenne, c'est rien. C'est un espace économique en cours de dislocation, un avorton diplomatique et une larve militaire. Donc, c'est pas un acteur. L'Allemagne est un acteur, et en réalité, c'est un des nombreux conflits du germano-américanisme, l'Ukraine. Mis à part que les Américains ont adjoint à l'influence de l'Allemagne, qui est tenue en partie par les Russes pour différentes raisons. Premièrement, son mix énergétique qui a besoin de la Russie, et les relations historiques de son haut patronat avec la Russie. Prenez l'exemple d'un homme comme Schröder. Schröder est payé par Gazprom et par Halliburton. Il n'est pas pro-russe. Il n'est pas pour une Europe puissance et tous ses rêves à la con. Non, il est pour gagner des bifetons des deux côtés. Parce que lui, ça fait de lui un homme riche. Quand il a fallu... Par contre, quand il a fallu détruire la petite Serbie et faire un fossé de sang entre, qui a interdit tout axe Paris-Moscou, Paris-Vienne-Moscou, Paris-Rome-Moscou, parce que Paris-Berlin-Moscou, ça n'existera jamais, quoi qu'on en pense. Ça n'existera jamais tant que Berlin reste Berlin. Le jour où il n'y aura plus que des Turcs à Berlin, on pourra peut-être demander, mais avant, pas possible, et ça vous le verrez, c'est qu'est net. Or, le grand problème, c'est que, si vous voulez, c'est pas une question de tirer, et même c'est son épingle du jeu. C'est que a été rajoutée l'influence de l'Allemagne, les Polonais et les Roumains. Les Roumains qui sont à la manœuvre en Hongrie, face à la Hongrie, face à Orban, et les Polonais. Je vais vous donner un exemple de ce sympathique Tusk, je crois, qui a été récemment nommé comme grand représentant de l'Union européenne. Il a un prénom qui fleure bon la Pologne profonde, vu qu'il s'appelle Donald. Donald Tusk. Tout le monde le présente comme un Polonais. Il faut savoir que le fait ethnique, malheureusement ou heureusement, peu importe, c'est un fait, est premier en Europe de l'Est. Or, Donald Tusk n'est pas un Polonais, ethniquement parlant, c'est un Allemand. À passeport polonais, peu importe. Il vient d'une communauté allemande, jusqu'à preuve du contraire. Or, le grand souci qui se pose, c'est que les Polonais... Il faut savoir que la Pologne n'a pas toujours existé. Elle s'est déplacée dans son histoire, elle a une histoire très complexe, et très belle d'ailleurs, parce que c'est un peuple qui est arrivé à se vouloir en n'ayant plus rien. La Pologne a disparu plusieurs fois. Aujourd'hui, les Polonais jouent objectivement contre eux-mêmes. Parce qu'ils sont à la manœuvre, entraînés par la haine viscérale des États baltes. Ce qui se voit, qui transpire de la documentation communautaire, ça transpire, on parle de trucs. Poutine aurait nucléarisé la Crimée en 3 mois. Alors les Russes sont capables de faire des réacteurs nucléaires parce qu'on parle de réacteurs. Hein. J'ai entendu des comptes rendus de commission, on parlait de réacteurs. Vous vous rendez compte? En 3 mois. Voyons, vite qu'on me présente l'ingénieur russe qui a fait ça. Hein. On parle d'une guerre nucléaire courte. C'est quoi une guerre nucléaire longue au passage? Hein, comme disait le général gallois, la guerre nucléaire c'est une guerre de 100 secondes. Voilà. C'est quoi une guerre nucléaire longue? Théoriquement, l'arme nucléaire, le combat se termine faute de combattants. Donc si vous voulez, on en est au retour à mort de la pensée de la guerre froide. On en est au mythe. Est-ce que Poutine est fou? Moi j'ai entendu dans des enceintes communautaires qu'il était pire que Staline et comparable à Hitler. Parce que Staline avait des contre-pouvoirs. Ah. Ce qui est vrai d'ailleurs, quand on connaît l'Union soviétique. Staline avait des contre-pouvoirs, c'est vrai. Mais Poutine en a tout autant. Sinon plus. Donc si vous voulez, en réalité, comment se présentent les choses? Vous avez la diplomatie américaine aujourd'hui
au nom de ce qu'on appelle le partage du fardeau, utilise des opérations de type stay behind. C'est-à-dire, tu vas en avant, je te suis, je te couvre. La France en Libye, pure opération américaine, quoi qu'on en pense. Et en Ukraine, il laisse les Baltes, les Polonais, les Allemands en avant. Et Flambie qui suit, mais qu'attendre d'un flanc sinon qu'il coule. Donc il coule après la Reichschancelière, en direction de la Reichschancelière. Donc, bon, si vous voulez, Poutine, lui, et ça s'est vu lors du sommet de Milan, en octobre, ça s'est vu au discours de Valdai, ça s'est vu dans cette caricature qu'a été le dernier sommet du G20, Poutine essaye de maintenir la paix. C'est un westphalien, c'est une diplomatie très gaulienne d'ailleurs, c'est-à-dire que il vise la multipolarité, le respect du droit international par l'acceptation des intérêts mutuels. Quand monsieur le sémillant ministre australien, monsieur Abbott, Tony Abbott, a dit mais vous voulez refaire la grandeur du tsarisme et de l'Union soviétique, monsieur Poutine, sous un air de reproche. La Russie n'a pas le droit de se vouloir grande. Elle l'est pourtant de fait. Hein. Elle n'a pas le droit de se vouloir puissante. La problématique de l'accès à la puissance empoisonne nos rapports à nous occidentaux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne parle que de l'Occident. Donc, chaque fois que la notion d'Occident sort, c'est toujours une fantasmagorie. Au Moyen-Âge, c'était pour parler d'un empire romain d'Occident qui n'était plus là. Et ici, l'Occident, c'est toujours le déclin et la menace. Les BRICS, la Chine, la Russie, tout le monde menace la prospérité occidentale. L'Occident lui menace personne, non. Jamais. Allez demander aux Libyens s'ils sont menacés, pour ceux qui ont survécu, bien sûr. Or, Poutine essaye de maintenir la stabilité. Nul ne sait s'il y parviendra réellement. L'Occident ne marque plus de points sur le terrain parce que les troupes de Kiev ont reculé sur bien des fronts et l'hiver approche à très grands pas. Ça y est, les fronts vont se stabiliser. On en reparlera au mois de février-mars, d'un point de vue militaire. Ils peuvent tenter encore une ou deux grosses actions avant que l'hiver soit définitivement là, mais après, ça va être beaucoup plus complexe. C'est pas l'hiver, c'est pas le début décembre à 13 degrés que nous avons au jour de cet entretien. Hein, l'hiver ukrainien, c'est autre chose, un peu plus rude. Donc, si vous voulez, le gros problème, c'est l'asymétrie de comportement. Il y aurait quelqu'un qui tirerait ses marrons du feu si on arrivait à avoir un langage commun. Mais Poutine parle de paix, d'intérêt, de stabilité, et les autres parlent de valeurs, de droits de l'homme, c'est-à-dire d'une vision quasiment eschatologique du monde. Vous voulez, c'est plus Dieu, c'est le bien absolu, bon, mais c'est la même chose, c'est les mêmes réflexes mentaux. Or, Poutine, sur le terrain, est arrivé à protéger, donc à pas annexer l'Ukraine, à obtenir qu'il y ait une consultation populaire qui a demandé le rattachement à la Russie d'une zone qui était russe jusqu'en 1954 et qui ne l'a pas été par une décision arbitraire du Politburo. Point. Toute personne qui connaît la Crimée sait qu'il y a un sentiment évidemment de fraternité avec la Russie en Crimée. D'ailleurs, les résultats du référendum, dont personne ne récuse les méthodes, tout le monde récuse le principe du référendum, mais personne ne dit que les urnes ont été bourrées, que je sache. Bon. Si vous voulez, c'est deux visions du monde qui s'affrontent, qui sont irréconciliables. L'Occident ne lâche rien dans son discours. Surtout, enfin, si, il lâche des informations sur lui-même. Mais il n'y a plus cette faculté de reconnaissance et d'entente que deux hommes qui ont des intérêts à incarner peuvent faire ce qu'on appelait la diplomatie. Donc si vous voulez, malheureusement, pour l'instant, Poutine la joue bien, évidemment, d'un point de vue diplomatique. La seule chose, c'est
on ne peut pas lui demander d'arrêter la nef des fous. Ou alors il faudrait qu'il l'arrête physiquement, ce qu'il se refuse à faire, pour conserver la paix. Le problème, c'est que parfois, il ne faut pas être deux pour faire la guerre. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Et je pense qu'il y en a un qui la veut. En tout cas, il y en a un qui la cherche, c'est sûr. Au sujet de... On part dans une autre région du monde, l'État islamique, qui montre de plus en plus ses muscles. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de détruire l'État islamique sans intervention au sol? Ce que les puissances occidentales se refusent à faire, pour les raisons qu'on sait, est-ce que vous pensez qu'elles vont être contraintes finalement à le faire? Alors on va être assez clair. On va être assez clair là-dessus. Premièrement, l'État islamique montre les muscles que nous lui avons laissés. Parce que déjà, il y a un truc que j'aimerais... Parce qu'aujourd'hui, on dit l'État islamique, c'est très simple, c'est la faute d'Al-Maliki. On trouve toujours... Puis il est bien, il a le profil. Il est irakien, il est chiite. C'était une brute sectaire, ce qui est vrai. Qui a même réussi à retourner les chiites contre lui. Tellement il était sectaire que même les chiites, à la fin, ne pouvaient plus le supporter. Mais qui l'a fait roi? Paul Brenner. L'homme qui est responsable de l'État islamique, c'est Paul Brenner avant tout, qui a disloqué l'armée irakienne, qui a parachevé par ce concept débile qu'on appelle le state building, qui a parachevé la destruction de l'Irak. Et en réalité, les parrains de l'État islamique sont l'administration Bush fils, Paul Brenner, une sorte de grand gouverneur. Je ne me rappelle plus le poste qu'il avait, mais mettons, c'est un peu l'équivalent d'un gouverneur de conquête. Et l'administration Obama via Hillary Rodham Clinton, qui a reconnu, je crois, dans ses mémoires récentes, que c'est vrai que la création de l'État islamique était quelque chose de regrettable. Le problème, c'est qu'elle elle y reconnaît aussi une part de responsabilité. Au moins, elle a ce courage-là. Et je passe sur les amitiés très particulières de M. McCain et d'une partie des républicains avec ce genre de milieu. Ce qui est tout à fait normal quand on connaît la pénétration saoudienne. Là, je renvoie à Robert Baer, Or Noir et Maison Blanche. Robert Baer, qui était un des grands arabisants de la CIA. Qui est d'ailleurs un parfait francophone, en plus. En plus d'être un homme de toute évidence tout à fait sympathique. Or, le grand problème, c'est Paul Brenner, qui est un peu le parrain de l'État islamique. Premièrement, parce que c'est facile de tout mettre sur Al-Maliki, c'est une brute sectaire, et comme en plus il est irakien et musulman, personne ne va prendre sa défense. Or, Maliki existe parce que l'Irak a été détruite. Ok. Déjà, je voulais bien qu'on revienne là-dessus. Parce que l'État islamique, la nature politique comme la nature tout court, ne connaît pas le concept de génération spontanée. Comme l'a appris, entre autres, comme nous l'a appris entre autres Pasteur et quelques autres. Hein. D'où vient l'État islamique, maintenant? Il vient de la jonction des généraux du Baas, virés par Paul Brenner qui a démantelé l'armée, avec l'islam radical. Il faut savoir que les généraux du Baas et ceux qui sont la base des djihadistes de l'EIL se seraient croisés il y a 25 ans, les baasistes les ouvraient la hache par le bas. Parce que le régime de Saddam Hussein a brisé ces gens-là. Et pas uniquement les régimes baasistes. Hein. Il fallait pas être bon à être un islamiste en Jordanie, hein, du temps du roi Hussein. Hein. Pas plus. Hein. Donc voilà. Premièrement, il faut ramener les responsabilités. Le IL existe parce que l'Occident a foutu toute cette région en l'air. Il faut mettre les responsabilités. Ensuite, d'où viennent les combattants de l'EIL? Oui, il y a évidemment énormément de combattants étrangers, mais il y a aussi des organisations qui étaient là précédemment et dont les combattants sont allés à l'EIL.
je pense au front Al-Nosra, mais je pense surtout à l'armée syrienne libre, qui avait la faculté d'être ni une armée, ni syrienne, ni libre. Qui avait entre 82 et 84 nationalités dedans, selon les estimations, et que les étrangers étaient largement majoritaires. À tel point d'ailleurs que, comme il y a des Tchétchènes qui sont allés combattre pour le compte de Kadyrov contre le IL, certains blagueurs disent que bah, c'est bien, ça fera Tchétchène contre Tchétchène. Donc si vous voulez, déjà ça. Ensuite, d'un point de vue strictement tactique, vu que là on est dans la tactique, l'effet final recherché, pour parler en termes militaires, est la destruction de l'EIL. Bien. Donc pour détruire quelque chose qui est né de la destruction de cette région, on va détruire cette région davantage. Bien. D'un point de vue de raisonnement stratégique, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Ensuite, abattre des hommes organisés, parce qu'ils sont extrêmement bien organisés de toute évidence. Leur nombre de victoires militaires parle pour eux. Dans des terrains comme celui de l'Irak, les combattre uniquement de manière aérienne, je suis pas sûr que ça peut les dévier de leur route. Et en réalité, pourquoi on voudrait les dévier de leur route? Sur quel territoire voudrait-on les renvoyer? Là, j'ai mis une hypothèse, qui me sera peut-être reprochée, mais je me lance. Pour ceux qui marchent dans Paris la nuit, il y a des poubelles. Dans les poubelles, parfois, il y a des rats. Quand vous shootez dans les poubelles, que fait le rat? Il se carapate pour aller se réfugier dans une autre poubelle. Et vous pouvez peut-être même tenter de le guider vers la poubelle où vous aimeriez le voir élire domicile. Et bien là, c'est la technique du rat dans les poubelles. On veut les renvoyer, à mon sens, sur territoire syrien, pour qu'ils terminent le travail. C'est une hypothèse. Je suis tout à fait prêt à échanger avec qui voudra sur des hypothèses contraires. Et j'espère me tromper. Je dis juste que ce type d'organisation, avec qui, de toute évidence, a des moyens, vend du pétrole, de contrebande, à des États même européens, nous le savons. Nous n'avons toujours pas la liste, mais nous le savons. Vu que même Bruxelles a communiqué dessus. Ma grande peur, c'est qu'en réalité, on veuille terminer le régime de Bachar parce que les troupes de l'ancienne opposition syrienne, aujourd'hui surdivisées, n'arriveront et n'ont pas battu l'armée régulière. Je remarque une chose. Les bombardements ne pourront que les dérouter. On ne peut pas détruire une entité déjà premièrement aussi nombreuse et aussi bien entraînée et disposée qu'elle semble l'être vu son nombre de victoires, uniquement par voie aérienne. D'ailleurs, dans l'une de vos conférences récentes, il y a un mois ou deux, c'est le général Vincent Desportes qui allait dans ce sens, en parlant notamment de la robotisation des armées, etc. Rien ne remplacera... Rien ne remplace le choc des hommes. Et tout laisse à penser que l'armée irakienne et... ça existe, ça, aujourd'hui? Il paraît. Et l'armée kurde... Alors attention, n'y arrivera attention, pas seule. attention. Là, je renvoie aux très bonnes considérations d'un jeune expert qui était venu présenter ça chez moi, quelqu'un d'absolument brillant, qui est Frédéric Pichon. À ne pas confondre avec l'autre Frédéric Pichon qui est à la Manif pour tous. Je suis même pas sûr qu'il soit de même famille. Mais il a écrit récemment sur un ouvrage sur la Syrie, paru, je crois, aux éditions du Rocher. Il faut comprendre une chose, les Peshmerga ont un agenda kurde. Point. Les Peshmerga protégeront les Kurdes, à la rigueur protégeront les populations qui se réfugieront au Kurdistan, et encore de mauvaise grâce. Faut pas croire que de voir arriver les chrétiens et les yézidis, que les Peshmerga les accueillent à bras ouverts, ce n'est pas vrai. Attention, ce n'est pas vrai, pas pour une méchanceté des Kurdes, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont déjà
Charité bien ordonnée commençant par soi-même, ils ont déjà gardé leur population. Donc il faut comprendre. Or, le problème, c'est que les Kurdes ne peuvent pas... Les Peshmerga sont de grands combattants. Je crois d'ailleurs que la signification de Peshmerga, est liée à la virilité guerrière, je crois. Or, le grand problème, c'est qu'ils ne peuvent pas défier l'État islamique à eux seuls. C'est pas vrai. Et surtout, ils n'en ont pas l'envie. Ils veulent garder la zone kurde en espoir que cette crise donnera au moins la chance d'avoir un Kurdistan autonome. Ils n'iront pas jusqu'à Bagdad, quoi. Bien sûr que non. Ils n'en ont pas envie, déjà. Ils vont pas aller se faire tuer pour ça. Ensuite, il y a des forces au sol qui effraient l'État islamique. L'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Moralité, nous ne voulons pas que nous n'avons même pas, dans les forces de la coalition, nous n'avons même pas voulu prendre les avis des deux pays concernés et de l'entité Hezbollah, qui est pour nous une entité terroriste. Bon, certes, admettons. Le seul problème, c'est que il faut savoir une chose. La France combat déjà sur 3 fronts. On ne peut pas envoyer d'hommes au sol. Pas vu ce qu'on est en train de faire à nos armées. Merci au passage au Sémillon Le Drian pour ça. Il n'y peut rien, il fait ce que Bruxelles lui dit, pauvre homme. Un bon socialiste doit sur la couture du pantalon, ça nous en rappelle d'autres. Mais nous n'avons pas les moyens. Je vois mal le président Obama, dans sa fin de mandat, lui qui déjà avait ajourné le retrait d'Irak, maintenant que ce retrait est en théorie fait, donc selon la phrase du sémillant président précédent, là, l'homme qui a trouvé Dieu au fond d'une pinte de bière, Bush fils, the work is done. Le travail est accompli. Ah bah oui. Sous Saddam Hussein, il y avait 24 heures il y avait 24 heures sur 24 du courant à Bagdad. Aujourd'hui, on a 3 heures par jour. Travail fini. En effet. On les a finis à coups de bombe et à coups de pelle. Un peuple martyr. Bon. Vous, que pensez de la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine Chopra suite à sa récente tribune? Est-ce qu'il est intelligent pour la France d'intervenir dans ce pays aux côtés d'un pays, les États-Unis, qui a lui-même enfanté ces troubles? Alors, si vous voulez, ça c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens se sont disputés, et je suis pas sûr qu'il y avait matière. Moi je comprends tout à fait l'avis il faut savoir déjà qui est Aymeric Choprade. Ça ne surprendra personne que je suis un patriote souverainiste. Jusque-là, je pense que mon CV parle pour moi. Et donc pour nous, pour les jeunes de ma génération, Aymeric Choprade est un des grands frères, un des grands exemples. Parce que Géopolitique, constante et changement dans l'histoire, c'est quand même un livre de référence. C'est un manuel, il y en a très très peu de ce niveau-là, en géopolitique. Bon. Ensuite, le gros problème, c'est qu'il fallait arrêter l'État islamique, il fallait stopper leur avance, sinon ils allaient prendre une part de la région, ils allaient prendre la plupart des zones sensibles, et particulièrement des zones pétrolières. Ce qui leur aurait donné, évidemment, ça nuit aux intérêts des entreprises occidentales, certes, il y a un but économique derrière qui est évident et qu'il faut reconnaître. Par contre, ça leur aurait aussi donné un avantage tactique et stratégique qui les aurait rendus très difficiles à déboulonner. Donc, je comprends tout à fait l'avis d'Aymeric Choprade d'aller les bombarder. Qui est un avis pragmatique. Qui est un avis pragmatique, tout à fait. La seule chose, c'est il ne faut pas oublier, premièrement, pourquoi on en est arrivé là. Deuxièmement, à qui il faut parler dans la région pour que ça s'arrête. Et troisièmement, il faudrait que l'Occident se mêle de moins en moins des affaires de cette zone. De moins en moins. C'est parce que l'EIL n'existerait pas sans l'intervention occidentale. Ensuite, qu'il faille les arrêter, c'était certain. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont mal pris cette chronique pour différents points, ce texte pour différents points. Sur ce point-là, en tout cas, c'est pragmatique. C'est-à-dire, on sait très bien pourquoi ils sont là,
On sait très bien de qui c'est la faute. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les arrêter, ne serait-ce que pour protéger les populations au sol, vu ce qu'elles vivent. Et on parle de marché humain, de trucs. Vous voyez, la seule chose, c'est il faudra qu'à un moment renaisse, que l'Occident l'accepte ou non, une grande puissance régionale chiite, ça c'est déjà fait. L'Iran est puissance régionale de fait. Donc ça ne sert plus à rien de nous les tanner avec le nucléaire iranien. Ensuite, il faudra certainement qu'il y ait une puissance sunnite pour contrebalancer, qui ne peut pas être les puissances du Golfe, vu que les puissances du Golfe, aujourd'hui, prennent peur devant leurs propres monstres, vu qu'elles ne sont pas pour rien dans la création de l'EIL. Il faudra une puissance sunnite stabilisatrice, ça ne peut plus être l'Irak malheureusement, en tout cas plus avant longtemps, ça ne peut pas être la Syrie parce qu'elle n'a pas des ambitions de puissance régionale, ça peut peut-être être l'Égypte. Il faut voir comment s'en sortira le maréchal Sissi. Mais il faut une grande puissance sunnite, quoi qu'en pense l'Occident, et qui sera nécessairement tournée vers la multipolarité. C'est terminé. L'Occident n'a plus à arbitrer de zone. Il n'en a plus les moyens, et il est grand temps d'intérioriser le fait que, comme plus de 82% de la population mondiale ne vit pas en Occident, soit on fait une espèce de grand Westphalie planétaire, c'est-à-dire de régime d'État souverain coopérant, je dis bien d'État souverain coopérant, autrement dit ni cette fiction de cimetière l'État mondial et toutes ces conneries, tout ça, de toute façon, tout ça ce sont les succédanés du discours de domination occidentale. Ça n'a pas de sens ailleurs, ça n'a pas de sens. Une fois qu'on sera arrivé à ça, à se prendre, à intérioriser le fait que l'Occident n'a plus à administrer ces zones, que la tentation coloniale qui se cache derrière le droit d'ingérence et les droits de l'homme va finir par nous revenir, comme disait Poutine du Kosovo, comme un boomerang droit dans la gueule. Une fois qu'on aura intériorisé ça, si on ne l'intériorise pas, c'est très simple, hein. Le pouvoir nous sera pris des mains parce que ces pays-là ont les moyens d'être respectés et qu'à un moment il va falloir laisser cette région avoir au moins deux puissances, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas laisser la puissance uniquement à l'Iran, les sunnites ne le supporteront pas, même si la rue arabe reconnaît dans l'Iran parfois un réceptacle de ses propres préoccupations, mais néanmoins il faut une puissance sunnite. Ça ne peut pas être l'Arabie Saoudite. Premièrement parce qu'elle agit déjà dans la déstabilisation de la plupart des autres puissances, à la fois du Golfe, d'ancienne Mésopotamie et du Maghreb Mashrek.